Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, sur ce blog, j'ai longuement effectué des rétrospectives, des retours sur la carrière de divers réalisateurs. Cette fois, avec cette nouvelle version, je vais pouvoir procéder à ces retours également en vidéo. Alors, les vidéos seront là pour illustrer des dossiers plus complets qui seront écrits sur le blog. Pour commencer, on va s'attarder sur la carrière des sœurs Wachowski. Les sœurs Wachowski, donc Lana Wachowski est née en 1965 et Lily Wachowski en 1967. Évidemment, il est impossible de parler des sœurs Wachowski sans évoquer le fait qu'elles sont nées frères. Lana s'appelait alors Larry et Lily Andy. Passionnées de cinéma depuis leur plus jeune âge, les sœurs débutent, ou en tout cas pour la première fois on voit leur nom inscrit au générique d'un film, à la rédaction du scénario du film Assassin de Richard Donner, film sorti en 1995. Le film met en scène Sylvester Stallone et Antonio Banderas, Stallone jouant un tueur à gages, un des meilleurs de sa profession, qui est sur le point de se retirer. Un autre tueur, plus jeune, va tuer un client à sa place et va décider de s'en prendre au personnage joué par Stallone. À travers la présence dans le film d'une pirate informatique, qui montre déjà l'intérêt des Wachowski pour les technologies de ce genre. Mais ce qu'ils veulent déjà, c'est réaliser, c'est être derrière la caméra, diriger des acteurs, et mettre en image leur vision, leur ambition. Et pour ça, il leur faut une porte d'entrée, un film peut-être plus léger, plus petit, pour faire leurs preuves. Ce film, ce sera Bound. Bound sort en 1996 et il est tourné pour 6 millions de dollars. C'est un très petit budget pour un film à l'époque. Le film compte à son casting Gina Gershon, Jennifer Tilly, que les fans de Chucky connaissent bien, et Joe Pantoliano. Ce sera les plus gros noms qu'on retrouvera au casting de ce film, dans lequel on a aussi Christopher Meloni, entre autres. En fait, à l'époque, les frères Wachowski, ceux qui sont encore les frères Wachowski, ont déjà de l'ambition, veulent déjà tourner des gros films. Mais pour ça, il leur faut prouver qu'ils sont capables de tenir un plateau. Ils sont capables de mettre en scène un film de A à Z en respectant les délais, en respectant le budget et en respectant aussi les choix des producteurs. De fait, ils vont d'abord commencer par tourner ce petit film qui réussira à sortir. Et quelles que soient les entrées, ça leur permettra de prouver qu'ils sont capables de réaliser un film et donc d'obtenir des projets plus ambitieux ensuite. Il faut comprendre par là que le but n'est donc pas d'avoir un film particulièrement original. Même avec un scénario assez simple, tant qu'il est bien écrit, ils peuvent s'en sortir et réussir à tenir leur objectif. L'histoire donc, elle est très simple, c'est l'histoire de Violette, qui est l'épouse d'un truand qui s'appelle César, qui va rencontrer une femme qui s'appelle Corky, une voleuse qui vient de sortir de prison. Cette femme était en train de refaire l'appartement jouxtant celui de Violette. Les deux femmes vont monter un plan pour s'enfuir avec l'argent de César et s'arranger pour que la famille assez dangereuse qui devait fournir l'argent à César s'en prenne à lui. Les Wachowski ont beaucoup d'ambition et le budget limité ne va pas les bloquer, ou en tout cas, ils pensent que ça ne va pas les bloquer. Donc ils vont essayer de mélanger, de multiplier les hommages à plusieurs genres qu'ils apprécient, essayer de proposer une esthétique vraiment travaillée, de proposer en termes de mise en scène des choses jamais vues ou encore rarement vues, mais avec un budget si restreint, ça se ressent dans le film. Parce que du coup, c'est souvent un peu bancal. Le film dure 1h48 et il paraît durer 20 bonnes minutes de trop. On a l'impression qu'on rajoute des scènes, qu'on fait durer certaines scènes pour montrer ce qu'on veut faire, et au final, ça n'a pas vraiment d'intérêt dans le film. Ce qui n'empêche pas Band de montrer dès ses premières minutes des choses, des choix esthétiques qu'on va retrouver plus tard, notamment dans Matrix, mais également dans d'autres films plus tard des Wachowski. Ils ont déjà leurs idées, on a l'impression des fois qu'ils veulent simplement commencer à les mettre en place dans le film pour voir s'ils sont capables de le faire. Et en effet, ils paraissent capables de le faire. Et au-delà de ça, il y a de nombreuses scènes dans le film qui semblent déjà montrer l'attirance des Wachowski pour le sexe féminin et qui semblent déjà préparer leur transition plus tard. Notamment le fait que les personnages forts du film soient tous des personnages féminins. Finalement, le personnage de César, c'est un truand, certes, mais c'est un peu à lâche. Reste que si la direction d'acteur n'est pas toujours très convaincante, que la mise en scène fait parfois un peu kitsch aujourd'hui, que l'esthétique même
peut-être parfois un peu lassante au fil du film, ça reste un bon divertissement avec un script efficace et un film bien mené. Pas un grand film, même pas un excellent film, même pas un très bon film en fait. C'est juste un bon film, un bon début pour les Wachowski et surtout un film qui leur a permis de faire quelque chose de bien plus grand ensuite, puisque dès leur deuxième réalisation, ils vont s'atteler à Matrix. Where's my money? I want what's mine, I want the money. Where's my money? We'll be rich. Matrix sort donc en 1999 et c'est une prise de risque majeure pour la Warner. Déjà parce qu'il confie le film à deux réalisateurs encore qui restent relativement méconnus malgré Bound. Il leur confie 63 millions de dollars, c'est-à-dire le prix d'un gros blockbuster, et ils acceptent un casting d'acteurs relativement méconnus. Et ici, on va même parler des 3 films à la suite, parce que même s'ils ne sont pas sortis exactement en même temps, il y a quelques années d'écart, les 3 films ne peuvent exister sans les autres. Ils fonctionnent ensemble, ils fonctionnent même avec le reste de leur univers. Pour autant, le pilier, c'est vraiment cette trilogie. Donc on va rapidement revenir sur l'histoire, c'est celle de Thomas Anderson, incarné par Keanu Reeves, qui est un informaticien qui est très connu dans le monde du hack, sous le pseudo de Neo. Il va être contacté par un groupe qui pense être un groupe de hackers, et ils vont lui faire découvrir que le monde dans lequel il vit en fait n'est qu'un monde virtuel, la Matrice, un monde qui permet aux machines dans le monde réel de garder les humains sous contrôle. Il va rencontrer notamment Morpheus, qui est persuadé que Neo est l'élu qui pourra libérer les humains du joug des machines. Pour commencer, je parlais d'acteurs quasiment méconnus à l'époque, et c'est vrai, quand on sort un blockbuster, généralement on essaye d'avoir une ou deux grosses stars au casting. Là, avec un coût aussi élevé, les producteurs prennent des risques et acceptent un casting qui n'était pas évident à l'origine. Dans le rôle de Neo, on retrouve Keanu Reeves, qui possède quelques succès déjà à son palmarès, hein, notamment Speed. Par contre, c'est un acteur qui peut poser problème. Pas parce que c'est un mauvais acteur, pas parce qu'il est mauvais en soi, pas parce qu'il est ingérable sur un plateau, mais parce qu'à la sortie de Matrix, c'est déjà prévu pour être une trilogie, et que, en l'occurrence, Keanu Reeves a déjà refusé une suite parce qu'il n'en aimait pas le scénario. On le prend dans le premier Matrix, on n'est pas sûr qu'il va signer pour Matrix 2. On se souvient par exemple qu'il a tourné dans Speed, ça a été un gros succès, pourtant il a refusé Speed 2 parce que le scénario ne lui paraissait pas à la hauteur. De son côté, pour le rôle féminin principal, ils portent leur choix sur Carrie-Anne Moss, qui au cinéma n'a rien fait de remarquable jusque-là, ou tout du moins qui est quasiment inconnue sur le grand écran, quasiment inconnue du public, et surtout physiquement elle est loin des canons de l'époque. Ce qui en soi ne devrait pas poser problème, sauf que pour un gros studio et une nouvelle fois pour un blockbuster, si on veut attirer le jeune public en salle, c'est de sélectionner des actrices déjà connues du public et que le public apprécie. Ici, ils vont prendre un risque et c'est un risque totalement payant puisqu'elle est parfaite dans le rôle. Laurence Fishburne lui a déjà une belle carrière derrière lui, mais c'est pas un nom qui fait déplacer les foules. De son côté, Hugo Weaving, l'antagoniste principal qui joue l'agent Smith, est quasiment inconnu aussi sur le grand écran, non pas qu'il n'y ait pas tourné, il a un paquet de films, mais ses deux rôles les plus reconnus, ce sont des voix dans Babe et Babe 2. C'est en fait Matrix qui fera de lui l'acteur qu'il est aujourd'hui, le visage si connu. On retrouvera aussi Joe Pantoliano, que les réalisateurs avaient déjà dirigé dans Bound, et dans Matrix 2 et Matrix 3, on verra les arrivées notamment de Lambert Wilson et Monica Bellucci. C'est à peu près les seuls grands noms qu'on retrouvera. Les fans de Lost y croiseront aussi Harold Perrineau. Matrix est donc un risque sur tous les points, mais ce sera une réussite aussi quasiment sur tous les points, puisque le film sera un énorme succès. Ça peut s'expliquer par son univers cyberpunk qui débarque à la bonne période. Ça peut s'expliquer par l'esthétique générale du film, qui est vraiment marquée. Mais ça peut aussi s'expliquer simplement par un public qui était prêt à recevoir la tonne d'hommages à tout type de cinéma fait dans le film. Que ce soit le cinéma d'action, le cinéma d'aventure, le cinéma épique, le Wook Japan, ou encore le film d'arts martiaux. La saga Matrix possède ainsi un nombre incroyable de séquences mythiques, que ce soit dans l'action avec la séquence de l'autoroute, le combat contre les Smiths, encore le fameux bullet time, ou des séquences dialoguées qui ont marqué avec des phrases cultes ou des moments cultes, le dialogue avec le mérovingien ou encore celui avec l'architecte. Une conversation qui a d'ailleurs perdu beaucoup de monde, alors qu'en réalité elle n'est pas si compliquée une fois qu'on s'y penche, les tournures de phrases sont alambiquées, certains mots sont compliqués, mais dans les faits ce qu'il dit est assez simple, et surtout ça représente bien, tout comme le discours avec le mérovingien, le centre du film et ce qu'il veut dire.
Toute la saga Matrix est basée sur la notion de choix, sur les choix et sur ce que ça entraîne, d'où le discours avec le mérovingien sur la causalité. Évidemment, tout cela renvoie également à la transidentité, ce que les Wachowski ont confirmé, voyant le film comme une métaphore sur le sujet. C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est une possibilité comme une autre. On peut aussi y voir un avertissement concernant les dangers du numérique ou d'un numérique trop poussé, comme une sorte de version poussée à l'extrême de Terminator. Sans rentrer plus dans le détail dans cette vidéo, on pourra quand même souligner que Matrix a été une claque technique aussi, ne serait-ce que pour le bullet time ou pour nombre d'effets qui étaient bluffants à l'époque mais qui font un peu kitsch aujourd'hui, ce qui n'empêche pas de pouvoir regarder la trilogie avec un vrai plaisir, d'autant plus que les trois films ont des tons très marqués. Le premier film se passe beaucoup dans la matrice, et beaucoup dans le monde qui pour nous est réel, pour eux est virtuel. Le deuxième film prend nettement plus place, presque à 50% dans la matrice et dans le monde réel, dans leur monde réel en tout cas, dans ce futur. Alors que Matrix Révolution, lui, délaisse un peu la matrice pour se concentrer donc sur la révolution, comme son nom l'indique. De fait, il y a une évolution qui est pensée dès le départ par les réalisateurs, et le résultat est encore aujourd'hui une totale réussite. Les trois films sont à voir, alors on n'est pas obligé de les aimer tous les trois, certains n'apprécient que certains des films de la trilogie, ça peut se justifier, ça peut s'expliquer. Dans mon cas, je considère bien qu'il s'agit d'une œuvre globale et que la totalité est réussie, même le final que certains haïssent profondément. On verra bien la suite qu'en donneront les Wachowski, ou tout du moins Lana Wachowski qui officiera seule à la réalisation de Matrix 4, a priori à sortir l'année prochaine. Toujours avec Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss entre autres. Notre vie pour affronter ces saloperies, qu'on les envoie en enfer avant de leur faire ce don. Est-ce que Sion peut être sauvé? Ce soir, l'avenir des deux mondes sera entre tes mains ou entre les siennes. Monsieur Anderson, heureux de vous revoir. Vous nous avez manqué. Ça finit ce soir. Tu n'as jamais cru en l'élu. Je n'y crois toujours pas, mais je crois en lui. Nous avons une brèche! Elles arrivent. Néo fait ce qu'il croit devoir faire. Si tu me dis que ça marchera, je te croirai. Ça marchera, on n'a pas le choix. Je ne sais pas ce qu'il peut faire pour nous sauver. Mais je sais que tant qu'il lui restera un souffle de vie, il n'abandonnera pas. Et nous non plus. Tout ce qui a un début a une fin. Et je vous le disais, Matrix c'est pas qu'un film, c'est pas qu'une saga, c'est pas qu'une trilogie, c'est tout un univers. Et les Wachowski s'impliqueront également dans les jeux vidéo issus de la saga, notamment Enter the Matrix en 2003, The Matrix Online en 2005 et The Matrix Path of Neo en 2005 aussi. Ils s'impliqueront aussi dans la bande dessinée The Matrix sortie en 2003, mais également dans la production d'une série de courts-métrages qui seront réunis sous le nom de Animatrix, des courts-métrages d'animation qui se déroulent chacun dans l'univers du film, ou tout du moins dans l'univers de la trilogie. Le temps passé à la réalisation de la saga Matrix va entraîner une pause assez longue ensuite pour les Wachowski, puisque pendant 5 ans, on ne les reverra plus réaliser de films. Ils produiront cependant en 2006 le film V pour Vendetta de James McTeague, film qui a acquis un énorme culte que je m'explique pas vraiment en fait. On les retrouvera cependant en 2008 pour la réalisation de Speed Racer. Speed Racer donc sort en 2008. Nanti d'un budget de 120 millions, soit 10 millions de plus que Matrix Révolution, le film a le total soutien de la Warner, qui au passage permet de s'offrir un casting de haute volée, avec Emile Hirsch, John Goodman, Suzanne Sarandon, Christina Ricci, Matthew Fox, ou même Melville Poupeau. Le film est l'adaptation du manga de Tatsuo Yoshida sorti dans les années 60. Il raconte l'histoire de Speed Racer, un jeune prodige de la course automobile, dont le frère est décédé quelques années plus tôt. Rex, donc, son frère, est justement décédé lors d'une course. Speed va se faire remarquer par Monsieur Royalton, qui est le PDG des entreprises Royalton. Ces entreprises qui sont sponsors notamment lors des grandes courses.
ce qui va permettre à Speed Racer de découvrir que son sport est corrompu et qu'il est loin d'être aussi rose qu'il le pense. Mais Speed va également être contacté par l'inspecteur détecteur et le pilote Racer X, qui vont lui proposer de participer à une course pour mettre au grand jour la corruption dans le monde automobile. Ils vont donc leur proposer de participer à un rallye qui avait coûté la vie aux frères de Speed. Lors de sa sortie, Speed Racer a été un bide total, détruit par la critique et peu apprécié par le public. Le film payait sûrement son esthétique particulière, en voulant rendre hommage au manga, il use de cel shading, d'animation, d'effets visuels à foison. Il aurait rapidement pu devenir très kitsch. Bizarrement, ces séquences vieillissent bien moins que certaines séquences de Matrix. En termes de divertissement pur, le film assure pourtant totalement du début à la fin. Jamais ennuyeux, pourtant il dure près de 2h15. Il se permet absolument tout du point de vue esthétique, enchaîne les séquences et ne lasse absolument jamais. Porté en plus par un casting de grande qualité, on remarquera notamment les jeunes acteurs qui sont tout simplement géniaux. Mais au-delà de ça, le film parvient à se montrer tout à fait touchant dès qu'il entre dans le drame, dès qu'il part du deuil de Speed, de son désir de surpasser son frère, ou tout du moins de continuer sa quête. Le film parvient à tirer quelques larmes de temps à autre, et à se montrer bien plus profond qu'il ne le semble au premier abord. Parce qu'on pourrait vite croire que le fond est écrasé par la forme, et Wachowski pouvant facilement se planter, étant donné les choix esthétiques assez jusqu'au boutiste du film. Malgré tout, c'est ici clairement ce qui fait sa force. Speed Racer n'a tout simplement pas grand chose à voir avec les blockbusters qui sont sortis à l'époque, ou même avec les blockbusters qui sont sortis maintenant, ce qui peut expliquer le bide qu'il a dû affronter. Mais il est à revoir absolument, ne serait-ce que pour l'estimer maintenant à sa juste valeur. Et mon fils, Speed Racer est de retour. Bien, bien. Speed Racer, ralentis! Durant les 4 années suivantes, les Wachowski disparaîtront plus ou moins des écrans, on les retrouvera simplement à la production de Ninja Assassin pour James McTeague une fois de plus. Pourtant, ils travaillent à un énorme projet, un projet qui va finalement se faire lui aussi démonter à sa sortie par les critiques, Cloud Atlas. Alors que la promotion de Cloud Atlas commence, on découvre une première chose, c'est que Andy Wachowski est devenu Lana Wachowski. En effet, durant le tournage de Speed Racer et un peu après, il a opéré une transition et est donc devenu Lana Wachowski. Ce qui ne change pas grand-chose à l'affaire, puisque le duo s'est attelé à la réalisation d'un film très ambitieux, basé sur un roman qui n'est pas moins, le fameux Cartographie des nuages de David Mitchell que leur a fait découvrir Nathalie Portman sur le tournage de V pour Vendetta. Mais ils ne peuvent réussir à le réaliser à deux, ils vont donc faire appel à un troisième réalisateur, Tom Tykwer, qui va également les aider au scénario, et lui participera même pour le coup à la musique. Alors Cloud Atlas, ça raconte quoi? Cloud Atlas, c'est pas une, mais bien 6 histoires, qui s'étalent de la fin des années 1800 au début des années environ 2300. Dans le roman, chaque histoire est plus ou moins racontée à la suite. En fait, on démarre par une première histoire, on avance jusqu'à la 6e, qui se déroule d'un seul bloc, et on revient ensuite tout doucement jusqu'à la première. Dans le film, chaque séquence va être découpée. Le travail de montage sur le film a été tout simplement impressionnant. Chaque histoire, chaque film dans le film possède son propre ton. On a une histoire qui va être plus tournée vers la comédie, une qui ressemble à du policier, on a de la science-fiction, on a de l'historique, on a de la romance. Il y a absolument tous les genres dans le film. Mais ce qui impressionne le plus au final dans le résultat, c'est que le film réussit à personnellement me faire chialer à chaque fois que je le vois. Tout simplement parce qu'il aborde des sujets qui touchent, parce qu'il dit des choses intéressantes et parce que surtout il est d'une profondeur rare. Chaque visionnage du film semble montrer quelque chose de nouveau. On peut le regarder 10 fois, comme ça a été mon cas, je l'ai vu une bonne petite dizaine de fois, et à chaque fois j'y découvre de nouvelles choses. Au-delà même de l'histoire, on a l'impression que chaque rôle de chaque acteur a été choisi spécialement. Parce qu'en effet, chaque acteur incarne plusieurs personnages selon l'histoire. Et par exemple, le personnage de Tom Hanks, s'il commence par incarner un personnage qui est fondamentalement mauvais, il finit par incarner un personnage qui est quasiment un saint. Et tout au long des différentes histoires, son personnage est de plus en plus sympathique, de plus en plus bon.
Contrairement par exemple aux personnages joués par Hugo Weaving qui sont tout le temps mauvais ou aux personnages joués par Jim Sturgess qui sont tout le temps bons. Au passage, au niveau du casting, on retrouve aussi Halle Berry, Hugh Grant, Suzanne Sarandon, Ben Whishaw, Jim Broadbent ou encore James D'Arcy. Un gros casting pour soutenir une œuvre ultra dense et qui possède en plus une BO absolument sublime, dont on peut écouter un petit morceau tout de suite. Alors là, sa sortie, le film s'est fait démonter également par la critique US, par certains spectateurs aussi, peut-être parce qu'ils trouvaient que certains maquillages n'étaient pas très réussis, que certains costumes étaient un peu ratés, c'est vrai, mais c'est très peu par rapport à toutes les qualités qu'il y a à côté, par rapport à la baffe qu'on se prend en regardant le film, et par rapport au fait qu'on ressort du cinéma ou de la séance en ayant l'impression d'avoir vu quelque chose d'unique réellement. Le roman de Mitchell est déjà excellent, mais le film le transcende littéralement. En servant des images, il va même rajouter une profondeur, voire plusieurs, au roman qui l'est déjà beaucoup. Il n'est pas interdit de considérer Cloud Atlas comme le meilleur film des Wachowski, meilleur même que Matrix. Et je pourrais revoir le film des dizaines de fois, malgré ses 3 heures au compteur, et j'aurais toujours l'impression de redécouvrir le film, tellement il a de choses à proposer. Cloud Atlas, à mon sens, c'est un pur chef-d'œuvre, un des plus grands films que j'ai vus, et je vous conseille à tous de le voir quoi qu'il en soit. De 2012 à 2015, les Wachowski vont plus ou moins disparaître. On va simplement les retrouver à la production d'un court-métrage nommé Google Me Love, et lorsqu'on les reverra, ce sera au tour d'Andy Wachowski d'être devenu Lily Wachowski. Et on les reverra pour un film qui, bien plus que les 102 millions de dollars investis pour Cloud Atlas, coûte pas moins de 175 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent donné à une équipe qui, sur ces 2 derniers films, s'est joliment plantée au niveau commercial. Notre vie n'est pas la nôtre. Nous sommes liés aux autres, dans le passé, le présent et l'avenir. Je suis persuadé qu'un autre monde nous attend. Un monde meilleur. Et c'est là-bas que je t'attendrai. Jupiter, le destin de l'univers sort donc en 2015, précédé d'une grosse attente, étant donné que la bande-annonce envoyait sévère. Et qui dit gros budget dit gros casting, on retrouve donc ici Mila Kunis, Channing Tatum, Eddie Redmayne, Tupence Middleton, Dunabe, James D'Arcy, Vanessa Kirby ou encore Sean Bean, sans oublier dans un petit rôle Terry Gilliam. L'histoire, c'est celle d'une jeune femme nommée Jupiter Jones, qui est une jeune immigrée russe qui vit illégalement à Chicago. Elle a une vie qui n'est pas forcément facile, elle fait des ménages, et pour se faire de l'argent, elle décide de vendre ses ovules sous une fausse identité. Et alors qu'elle s'apprête à les vendre, elle découvre que les gens qui sont censés s'en occuper sont en fait des extraterrestres qui veulent la tuer. Elle va être sauvée par un ancien chasseur militaire interplanétaire génétiquement modifié et se retrouver impliquée dans une lutte de pouvoir au sein de la maison Abrasax, qui est une puissante dynastie dans l'univers. Elle va aussi découvrir que la Terre est en fait une gigantesque ferme que les Abrasax moissonnent pour pouvoir vivre plus longtemps. Dit comme ça, on a l'impression que Jupiter, ça va être une grande saga spatiale. Pourtant, ce sera un seul film, et on sent qu'il y a un énorme décalage entre les ambitions des Wachowski avec ce scénario et le fait que tout doit être condensé en un seul film de 2 heures.
Ce qui n'empêche pas du tout le film de fonctionner en tant que divertissement. Il y a des scènes d'action absolument folles et esthétiquement ça reste d'un niveau plus que bon, voire même incroyable au niveau d'un blockbuster. C'est beau, les scènes d'action ont de la gueule, il y a du rythme. Le problème c'est que tout ça manque cruellement de fond. On ressent jamais vraiment d'attachement vers les personnages, sans jamais vraiment d'émotion en fait en regardant le film. Tout se déroule très vite et en plus de ça, il y a un humour qui fonctionne pas vraiment. Un humour qui est à base de fisc, d'administratif. C'est très étrange, c'est très décalé et ça fonctionne pas dans le contexte du film. En plus de ça, le casting lui-même semble ne pas savoir vraiment où se situer certains acteurs pourtant très bons, voire exceptionnels dans d'autres films, comme Eddie Redmayne par exemple, paraissent ici complètement perdus et tentent des choses qui ne fonctionnent vraiment pas. Ce qui est dommage parce qu'on sent vraiment tout le travail sur le film, on sent que c'est pas un film qui a été pris à la légère. Il y a une tentative de faire quelque chose de grand sur une durée limitée. Mais du coup, non, c'est clairement le film le moins réussi des Wachowski, c'est beaucoup trop bancal, c'est tout simplement pas assez fort, peut-être pas assez travaillé, peut-être que ça a été fait trop vite. Reste qu'au final, c'est un film qu'on voit une fois mais qu'on n'a pas forcément envie de revoir. Tu es là! Vous auriez dû me dire pourquoi vous vouliez la fille. Cette planète me revient de droit. Plus maintenant. Majesté, j'ai plus de points communs avec un chien qu'avec vous. J'adore les chiens, j'ai toujours adoré les chiens. C'est parti. Mais l'échec critique et commercial de Jupiter Ascending ne va pas empêcher Netflix de débloquer un énorme budget pour la réalisation cette fois-ci d'une série. Et les Wachowski se retrouvent d'un seul coup à la tête de la plus grosse série du service de streaming, Sense8. Cette série, par certains aspects, renvoie un peu à Cloud Atlas. Ça démarre avec une femme qui se suicide, et suite à ça, 8 personnes aux 4 coins du monde vont se retrouver liées. Ils vont pouvoir se parler, s'entendre, se voir à des milliers de kilomètres de distance. Ils vont essayer de comprendre ce qui se passe et en même temps une organisation secrète va essayer de les retrouver. Forcément, pour cette série, Netflix autorise des tournages aux 4 coins du monde. Chaque épisode leur coûte extrêmement cher. Donc il faut que la série ait un énorme succès. Et malheureusement, elle va pas avoir ce succès-là. C'est pas qu'elle va être ratée, il y a un gros public qui suit la série, mais pas suffisamment. Des 12 premiers épisodes, 7 sont réalisés par les Wachowski. Et sur les 23 au total, d'autres seront réalisés par James McTeague ou encore par Tom Tykwer qui officiera également à la musique et au scénario. Mais surprise pour la seconde saison, puisqu'on va retrouver Lana Wachowski à la réalisation de 7 épisodes, Lily Wachowski disparaît totalement de la série, ou en tout cas on n'en entend plus parler. Une nouvelle fois, la critique n'est pas bien convaincue par la série. La première saison, ils en parlent plutôt moyennement, la deuxième, ils n'en parlent même pas. Pourtant, la série aborde tout un tas de sujets très intéressants, ça aborde la sexualité, le genre, la politique, l'identité, la religion. On y trouve de tout, et c'est toujours développé de manière très complexe, de manière étudiée, les épisodes sont assez longs. La mise en scène est au niveau, il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a du drame. En fait, on retrouve tout ce qu'il y avait dans Cloud Atlas, mais étalé sur des dizaines d'heures. D'ailleurs, on y retrouve une nouvelle fois Dunabe au sein d'un casting d'acteurs plutôt méconnus. Reste que, malgré les nombreuses critiques émises envers la série par nombre de professionnels, le public suit globalement plutôt bien la série, mais le coût de celle-ci va finalement lui coûter cher puisqu'au bout de 2 saisons, Netflix annonce l'arrêt de Sense8. Devant la grogne des fans et les pétitions qui fleurissent un peu partout sur le net, ils décident malgré tout de confier la réalisation d'un dernier épisode qui durera environ 2 heures à Lana Wachowski qui le réalisera également seule. Une nouvelle fois, Lily semble avoir totalement disparu du paysage. Faut dire que Lily a toujours été en retrait médiatiquement.
Mais en 2019, on la retrouve quand même comme co-scénariste de la série Work in Progress, une série qui parle d'une femme qui s'identifie elle-même comme Gwyn, grasse et queer, et qui va entamer une nouvelle relation. On reste quand même dans un univers assez proche de la réalisatrice. C'est donc une nouvelle fois Lana Wachowski qu'on retrouve seule pour Matrix Résurrection. Elle le réalise donc seule sur un scénario d'elle-même, Alexander Raymond et David Mitchell, qui avaient déjà travaillé sur Cloud Atlas en plus d'en être l'auteur. Au casting, on retrouve Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson, Yahya Abdul-Mateen II ou encore bien d'autres. Retrouver une Wachowski au cinéma depuis l'échec de Jupiter Ascending laissait un goût d'envie et en même temps de peur, surtout pour relancer Matrix. Thomas Anderson est, semble-t-il, toujours en vie et dans la matrice. Concepteur de jeu, il a développé une trilogie Matrix pour Warner Bros, mais Morpheus va le retrouver pour lui rappeler ce qu'est le vrai monde. Coécrit par David Mitchell et cette fois dirigé par Lana seule donc, le film fait preuve d'un sacré culot, dénonçant clairement et sans phare l'industrie hollywoodienne. Le film parvient à le faire de la meilleure des manières là où la majorité des autres se vautrent dans ce qu'il dénonce. Résurrection assume son héritage et en profite pour créer certaines idées, certaines scènes sont absolument folles, et sans en dire trop, le recasting, pour cause de scénario ou de problèmes d'emploi du temps, sont des réussites. On ne pourra pas non plus passer sur la BO, parfois un peu trop présente, mais excellente. Pour autant, le film n'est pas parfait, ses références à la première trilogie manquent parfois de subtilité, et oui, parfois il en reprend carrément des scènes. C'est volontaire certes, mais on peut sentir une redite. Reste qu'il faut garder du mystère sur un film qui continue de parler forcément de transidentité, du système hollywoodien, du système capitaliste. Résurrection est une des belles surprises de l'année et malgré ses erreurs souvent techniques et des combats moins par le passé, il est fascinant et mérite une belle place. Tu ne me connais pas, non? Après toutes ces années, revenir à l'endroit où tout a commencé? Revenir dans la matrice? Au final, la sortie de Matrix 4 n'aura fait que confirmer les qualités de l'ex-duo devenu maintenant solo, puisqu'on ne trouve plus que Lana Wachowski, et de confirmer l'ambition de celle-ci, l'ambition de leur projet. Une nouvelle fois, ça a été un échec commercial. Espérons que ça ne les empêchera pas de revenir un peu plus tard. Que vous aimiez ou pas les Wachowski ou Lana seule, n'hésitez pas à laisser un commentaire. En attendant, je vous souhaite une bonne journée à tous.